Mars 1946, le général Leclerc fait son entrée à Hanoï. À ses côtés, Jean Sainteny, qui pendant des mois a mené les tractations avec Ho Chi Minh. C'est lui l'artisan de ce stupéfiant retour, et leur passage provoque l'enthousiasme d'une colonie européenne qui depuis des mois vivait dans la crainte d'une nouvelle Saint-Barthélemy. Officiellement, Leclerc vient relever les Chinois qui se montrent extrêmement courtois, mais peu empressés à plier bagages. Mais la vraie partie se joue avec le gouvernement révolutionnaire d'Ho Chi Minh, dont le ministre de l'Intérieur, le petit homme au chapeau mou, qui accompagne ici Leclerc, n'est autre que Vo Nguyen Giap, le futur vainqueur de Dien Bien Phu. Pour pouvoir reprendre pied au nord, la France a dû reconnaître la République du Vietnam comme un État libre, on ne dit pas indépendant, amputé de la Cochinchine, dont le rattachement sera soumis ultérieurement à référendum. De son côté, Ho Chi Minh, au terme des accords passés avec Sainteny, accepte l'idée de fédération indo-chinoise au sein de l'Union française. Le 24 mars, il est reçu en baie d'Along par le haut-commissaire de la France, l'amiral Thierry d'Argentlieu, satisfait de pouvoir faire étalage de ses forces et de ses fastes. Mais les termes de l'accord restent vagues et demandent à être précisés. Au début de juin 1946, Ho Chi Minh débarque à Paris, où il est reçu en chef d'État. Toute ma vie, j'ai lutté contre le colonialisme français, mais j'ai toujours aimé et admiré le peuple français. Nous voulons que la collaboration entre nos deux peuples soit libre, loyale et fraternelle. Je suis sûr que nous y arriverons. Le seul obstacle qui nous empêche de parvenir à une rapide entente est la question de la Cochinchine. La conférence qui se tient à Fontainebleau achoppe sur la notion de souveraineté et n'aboutit in extremis qu'à un modus vivendi qui volera bientôt en éclats. Le 19 décembre, l'insurrection éclate à Hanoï dans des circonstances obscures. Déjà le 20 novembre, de violents incidents avaient eu lieu à Haiphong. Giap, convaincu depuis l'échec de la conférence que l'affrontement est inévitable, a accéléré le renforcement militaire. Mais ses troupes sont refoulées hors de la ville. La guerre d'Indochine vient de commencer. Pour d'Argentlieu, il n'est plus question de négocier avec Ho Chi Minh, qui a déserté le palais gouvernemental pour prendre le maquis, d'où il lance un appel à la lutte à outrance. Le haut-commissaire est remplacé par Bolaert, dont l'envoyé spécial ne réussit pas à renouer le fil du dialogue. Afin de réduire Ho Chi Minh au rôle d'un chef communiste et de le dissocier du mouvement nationaliste, Paris va chercher l'ex-empereur Bao Dai. Après d'interminables négociations, on offre à Bao Dai ce que l'on a refusé à Ho Chi Minh. L'État du Vietnam réunifié dans le cadre de l'Union française devient État associé à la France. C'est encore une fois dans le site fastueux de la baie d'Along que l'accord est signé entre le nouveau commissaire Bolaert et Bao Dai, flanqué de son Premier ministre. Le 2 juillet 1949, l'État du Vietnam est officiellement proclamé. Il forme désormais, avec le Cambodge et le Laos, une fédération de 3 États indépendants mais associés à l'Union française. Paris croit avoir réglé le problème vietnamien. Ho Chi Minh, lui, semble avoir perdu la partie. Mais la victoire de Mao en Chine va changer la nature de la guerre. À la fin de 1949, les troupes vaincues de Chiang Kai-shek refluent sur la frontière du Tonkin. Mao reconnaît la République du Vietnam, bientôt suivie par l'URSS. En réponse, Américains et Anglais reconnaissent le Vietnam de Bao Dai. Le conflit indo-chinois s'intègre désormais dans la guerre froide qui en Asie devient chaude. En juin 1950 commence la guerre de Corée. Adossé au grand arrière chinois, le Viet Minh peut passer d'une guérilla isolée au fond des rizières à de vastes opérations sur la frontière. Cao Bang et Lan Song doivent être évacués par les Français dans des conditions dramatiques. Contrôlant la frontière, assuré du ravitaillement en armes, le Viet Minh peut porter la guerre dans le delta du Tonkin. En France, des voix s'élèvent, dont celle de Mendès France, pour réclamer des négociations avec Ho Chi Minh.
mais le gouvernement envoie un prestigieux soldat, De Lattre de Tassigny, pour rétablir la situation. Au début de 1951, De Lattre brise l'offensive de Dieppe sur Hanoï. Pour la première fois, le napalm va être utilisé en Indochine. Le nouveau commandant en chef fait édifier une série de fortins, la ceinture de béton, défendue par 20 000 hommes. De Lattre a deux objectifs. Tout d'abord, vietnamiser la guerre en créant une véritable armée vietnamienne. Soyez des hommes, c'est-à-dire, si vous êtes communiste, rejoignez le Viet Minh. Il y a là-bas des individus qui se battent bien pour une cause mauvaise. Mais si vous êtes des patriotes, combattez pour votre patrie, car cette guerre est la vôtre. L'autre objectif de Lattre est d'américaniser le conflit. Il n'hésite pas à se rendre à Washington afin de convaincre le président Truman de participer à l'endiguement du communisme dans le sud-est asiatique. De Lattre, qui a perdu son fils à la bataille du Dé, miné par le cancer, meurt en janvier 1952. Il est fait maréchal de France. Son adjoint, Raoul Salan, surnommé le Mandarin, poursuit la même politique, le panache en moins. Il inaugure à Laïcho et Nassan la stratégie des camps retranchés, des hérissons en langage militaire, sur lesquels les troupes de Dieppe viennent se frotter à leurs dépens. Mais ces hérissons n'empêchent pas l'infiltration du Viet Minh, qui peu à peu gagne du terrain, comme le montre la carte que les militaires appellent carte Vérole. En France, où domine l'indifférence pour ce conflit lointain, les gouvernements qui se succèdent au rythme des convulsions parlementaires se montrent incapables de définir, après 7 années de guerre, les buts poursuivis. Faire la guerre, mais pourquoi? Pour qui? Rester? Partir?